Bonjour chers spectateurs, bonjour chers amis. Nous sommes ici à Londres pour une conférence qui va avoir lieu tout à l'heure, une conférence très intéressante qui sera animée par des auteurs, des écrivains, des sociologues, des psychologues africains et non africains. Et donc la conférence a pour thème éducation, orientation sexuelle et intégration sociale. Et donc ça c'est ce que nous allons avoir à vous présenter cette semaine. Voilà, donc vous en saurez un peu plus dans quelques instants et nous vous donnerons plus de détails. Nous avons quelques interviews, quelques personnalités à rencontrer aussi qui auront des choses à vous dire à ce sujet-là. Donc éducation, orientation sexuelle et intégration sociale. Voilà. Et donc à tout à l'heure. Jusqu'à 20h, tous les sujets seront abordés pour que véritablement nous puissions éplucher tous les problèmes qui sont relatifs au sexe, comment nos parents éduquent leurs enfants à la maison par rapport au sexe. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est un sujet complètement tabou, certainement que les choses ont évolué, mais ici, il n'est pas tabou. Ensemble, on va le faire. Je voudrais vraiment rendre hommage au professeur Léon Sayuri, qui a décidé, vraiment avec beaucoup de courage, d'organiser cette conférence débat. C'est une conférence débat, donc tout le monde va intervenir. Sans faux fuyant, on va répondre à vos questions. Tout à l'heure, vous serez avec nous. Merci. Maintenant que tous les intervenants ont été présentés, évidemment, les invités dans la salle, ils sont venus, chacun ses activités, mais tout le monde a laissé ses activités. Alors, on va présenter tous ces invités qui sont là, et pluriellement, on va commencer la conférence. La première... Voilà. La première personne que je vais présenter, c'est un homme de Dieu. Voilà, c'est un homme de Dieu, parce qu'il faut implorer l'onction de Dieu dans cette salle pour que réellement les choses se passent dans très bonnes conditions. Voilà. Donc, je voulais présenter le pasteur Bailly, qui est le responsable de l'église même, c'est la House of Mercy. Pasteur Bailly, s'il vous plaît. Voilà, il y a le pasteur Touré qui s'est levé, il va certainement revenir. Lui est le responsable de Parole de foi, il va revenir tout à l'heure. Et puis, il y a un illustre invité que j'ai côtoyé il y a pratiquement un an. On était à un forum à Greenwich, il était présent et puis il a intervenu. Voilà, c'est lui, le docteur Sacramento. Je l'ai dit toujours, il est du Congo, le Congo-Brazzaville, c'est un pays chargé d'histoire. Vous vous rappelez la visite de Charles de Gaulle en 1944, qui réellement a lancé la libération des pays africains par l'indépendance qu'on nous a octroyée, bien sûr, parce qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les pays africains qui voulaient leur indépendance, il fallait leur donner ça, il fallait leur donner cette indépendance, parce que les Européens étaient complètement détruits, il fallait les reconstruire avec le plan Marshall. Et donc, Docteur Sacramento, c'est un Congolais, je peux vous demander de l'applaudir, il est là, Docteur Sacramento. Vous savez, le Congo, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand pays, il y a eu de grands hommes comme Manier Bouapi, Alphonse Massamba Diba, et puis ceux qui sont là parce qu'elle est souvent une fois. Je voudrais présenter l'un des parents, il est co-parent, et il est arrivé, il a juste traversé la Manche, il est venu de Paris, il est venu ici, il est rentré sous la Manche, ça fait 20 minutes qu'il a traversé avec l'Eurostar, mais il n'a pas hésité, il est pareil, il est venu ici, il est chef d'entreprise à Paris, il s'appelle la Simonis, s'il vous plaît. Et puis le doyen de tous les pasteurs ici. Voilà. Il est là. Je vais demander, mesdames et messieurs, la roupie du docteur ici. Je continue la présentation des invités. Il y a l'évangéliste Christian Léo Eyo. C'était un anglophone. Sonia Makoso est de l'autre côté, parce qu'elle m'a intervenu tout à l'heure. Et puis il y a une de nos consoeurs, il y a une consoeur qui est là, qui s'appelle Marie-Louise Ango. Tout à l'heure, on aura l'occasion de lui arracher quelques mots. Elle fait un travail phénoménal dans le milieu africain. On est ensemble, c'est ma consoeur, et puis il va intervenir un peu. Merci. Et puis tout juste à côté de moi, le responsable Ligue de Dessous, que vous connaissez très bien. Ligue de Dessous. Ah ouais, j'ai manqué de présenter l'épouse du docteur Sacramento. Voilà, l'épouse du docteur Sacramento. Et puis juste derrière, Georges Bélignon, c'était un écrivain lui aussi, il est venu.
Apportez certainement qu'il y a une question à poser. Georges Benio, s'il vous plaît. Et puis, un jeune Ivoirien qui fait beaucoup pour nos exilés qui sont au Ghana. Il a été plusieurs fois là-bas. Et il est entre deux nations, apporter le soutien à tous ceux qui sont là-bas, y compris dans la guerre. Il est là, il est venu depuis son nom une semaine, s'il vous plaît, Arsène Leroy. Et puis, un vieil ami, monsieur Titré, s'il vous plaît, il faut applaudir, et madame. Quand on a des difficultés, quand il y a des décès dans le milieu ivoirien, c'est douloureux. Et donc, pour passer la soirée, il y a des amis qui ont ce tabou d'entretenir les Ivoiriens, faire rire un peu, arracher le sourire. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir Antonio Pino. Il a son million, hein? Série Bob, s'il vous plaît. Voilà. On n'a pas fini avec la présentation, parce qu'on a touché un temps vraiment le corps le retard. On va continuer, on va commencer avec la conférence, et juste après, je vais présenter la chose, s'il vous plaît. Donc, on va commencer avec la conférence. Je crois que le docteur Marquet est le premier à intervenir, il a un sujet, il va nous entretenir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Aubert Marquet. Bien, donc j'avais commencé tout à l'heure, je vais commencer par vous dire que Léandre m'avait demandé d'intervenir sur ce sujet. C'est un sujet large, mais comme vous pouvez l'imaginer, on ne pourra pas en 20 minutes, je vais dire, je ne pourrais pas aller très loin dans le traitement de ce sujet. Ce que je compte faire, c'est vous donner quelques pistes, des pistes qui pourraient être des pistes de réflexion, et nous pourrions peut-être réfléchir ensemble. Donc là, j'aurais besoin de questions justement pour aller plus loin dans les questions qu'on se pose autour de la question de l'éducation, de l'orientation sexuelle et de l'intégration sociale. Alors, comme cela a été dit tout à l'heure, je travaille beaucoup sur un domaine qui est devenu une passion, c'est la sociologie. C'est quelque chose que la sociologie doit pouvoir apporter personnellement et professionnellement. Donc, ce domaine-là, c'est un domaine pour moi qui, je dirais, qui me permet de prendre le recul, de prendre une certaine distance pour, je veux dire, traiter à froid les préoccupations sociales et même sociétales. Alors, au niveau des sociologues, il y a un terme, un concept qui est souvent l'objet de pas mal d'ouvrages, de pas mal d'articles. Un concept qui est un concept phare. Ce concept, c'est la socialisation. Et ce concept est important, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, si vous voulez, la socialisation, c'est en quelque sorte le processus, qui est un processus continu. Et un processus continu qui nous engage, qui nous implique. Un processus continu et un processus d'intériorisation des valeurs. Un processus qui, normalement, consiste, qui permet de nous intérioriser les règles, les normes, les rôles. Et pour que ce processus puisse être porté, il y a des agents, ce qu'on appelle des agents de socialisation. Il y a des instances qui sont des instances sociales, des institutions sociales. Alors, la première institution que nous rencontrons tous dans la vie, c'est la famille. C'est la première instance de socialisation. Après, c'est l'école. Et puis après, nous avons d'autres instances qui pourraient être le quartier, les amis, l'entreprise, l'État. Et donc, la famille a un rôle clé dans la socialisation des individus. La famille a un rôle clé dans le sens où c'est la famille qui nous apporte les savoirs, savoir-être, savoir-faire. Donc, autrement dit,
de la base même de la socialisation par le travail. Et donc, nous pourrions dire que la famille joue un rôle clé, un rôle, je pourrais même dire, incontournable, dans la formation de la personnalité de l'enfant. Mais ce point, pour moi, c'est un point essentiel. Et je dirais même que quand on, par exemple, on parcourt les ouvrages de Durkheim, qui est le père même de la socialisation, il insiste lourdement sur la place de la famille dans la formation, dans la constitution de l'identité sociale. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette construction de l'identité sociale, elle passe par une autre notion importante, qui est donc ce qu'on appelle l'interaction sociale. Et c'est cette interaction sociale qui fonde l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons éduquer nos enfants, nous pouvons élever nos enfants, nous pouvons leur donner des repères, parce que entre les parents et les enfants, il y a une interaction sociale. C'est-à-dire que nous avons besoin de connaître nos enfants. De la même façon, ils ont besoin aussi de nous connaître. Donc c'est une interaction mutuelle, réciproque. Et en même temps, il y a aussi une nécessité de communication. Autrement dit, la socialisation se fonde sur l'intériorisation des valeurs, des normes, des règles, des rôles. Et cette intériorisation passe par l'éducation. Et cette éducation peut se faire parce qu'effectivement, nous avons deux verbes dans la vie, deux verbes essentiels, c'est-à-dire connaître, se connaître, c'est-à-dire communiquer et pouvoir effectivement se communiquer. Si effectivement ces processus cognitifs, processus communicatifs n'ont pas lieu, il n'y a pas d'interaction sociale. Autrement dit, il faut se rendre compte que l'éducation, c'est quelque chose d'essentiel qui permet de pouvoir produire un homme social et qui permet effectivement d'éviter un homme asocial, un homme antisocial. Parce qu'il y a que trois types. Il y a l'homme social, il y a l'homme asocial et l'homme antisocial. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut des agents de socialisation, il faut des instances. La famille, l'école et toutes les autres instances. Le problème qui se pose dans notre société, c'est que malheureusement, nous avons un problème fondamental, qui est celui de, j'allais dire un peu, de la complexité de ces instances, de ces institutions sociales. C'est-à-dire que, et on pourra même lui mettre des hypothèses, il n'y a plus qu'une famille. Je prends par exemple, la société française. Je connais un tout petit peu. La société traditionnelle en France, la famille traditionnelle, c'est un couple et deux enfants. Le taux de fécondité en France, qui était à 2,01, est passé, entre-temps avec la crise, à 1,99. Mais les sociologues, les anthropologues continuent à dire que le taux de fécondité est à 2. Donc, un couple plus deux enfants. Or, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons depuis à peu près une dizaine, vingtaine d'années que nous sommes actuellement en présence d'une diversité de formes familiales. Donc, il n'y a plus qu'une famille. Nous sommes en présence d'une diversité de formes familiales. Autrement
nous sommes devant une complexité. Autrement dit, nous constatons que toutes ces institutions sociales sont gagnées par ce que le sociologue pourrait appeler le mot économicus, c'est-à-dire par les pressions économiques. On pourrait même dire que nous avons ce qu'on appelle une réalisation de l'effort familial. Donc, on a l'impression que nous sommes gagnés par le consumérisme. Dans la famille, nous sommes comme un seul objet social, comme un produit. Un peu comme si nous sommes dans une société où on n'avait pas de ce qu'on peut voir dans le monde, au sens large. La famille connaît l'éducation importante, l'école connaît l'éducation importante, l'entreprise connaît l'éducation importante, l'équilibre. Alors, on pourrait même dire que le consumérisme, c'est-à-dire cette société de consommation à outrance, elle cause beaucoup de tort. Vous avez un sociologue qui a beaucoup écrit, qui s'appelle Jean Baudrillard, qui a écrit un bouquin très intéressant, La société de consommation, qui d'ailleurs montre que, à un moment donné, on peut se poser la question de qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes encore des êtres? Ou est-ce qu'à un moment donné, nous ne devenons pas des choses? D'ailleurs, c'est pas compliqué. Regardez, il suffit simplement de perdre son portable, on devient fou. Parce que nous fusionnons avec le portable. Nous fusionnons avec les choses. En fusionnant avec les choses, nous devenons des choses. Donc, on pourrait effectivement penser à un livre de Marx, Le Capital. J'ai encore 10 minutes, et puis après, vous allez voir, je vais à la fin. Que dit Marx dans Le Capital? Marx dit que nous irons vers des sociétés, où effectivement les sociétés seront de plus en plus dominées par l'argent, par le rapport à l'argent. C'est ce que Marx appelait l'infrastructure. L'infrastructure détermine la superstructure. Donc, comme on dit, l'argent qui va dominer la famille, l'école, l'État, l'entreprise, les médias, l'hôpital, la justice. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Nous assistons à ce spectacle. Nous assistons tellement à ce spectacle que nous pouvons nous poser une question. Et c'est la question finalement je pense, je suis persuadé qu'on reviendra vraiment sur cette question. C'est qu'est-ce qui fait l'identité sociale et même sexuelle? Et même, je pourrais dire, qu'est-ce qui fait l'orientation sexuelle? Alors, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut bien se rendre compte que la socialisation aboutit à la détermination de l'orientation sexuelle. Que dit Durkheim? Durkheim dit qu'il y a en nous, il y a le père, le grand-père, l'aïeul. Encore 5 minutes, Léon. Je vais à la fin, c'est encore 5 minutes. Non, parce qu'il n'arrête pas de me faire signe, il faut que j'arrête. Je vais arrêter. Mais la raison, c'est que je suis tellement bavard, je ne peux pas aller. Et donc, voilà. Donc, effectivement,
il y a en nous toute une série de générations antérieures. Et je pourrais aller plus loin en disant que pour moi, l'orientation sexuelle, que pour moi, l'identité sociale, tout cela, c'est la résultante de toutes ces générations. C'est-à-dire, on s'identifie à notre père, à notre mère, à notre grand-père, à notre grand-mère, à travers des désirs, à travers leur volonté, à travers ce qu'ils nous ont montré. Et c'est tout ça qui fait qu'il y a une orientation sexuelle. Qu'il s'agisse de l'hétérosexualité, qu'il s'agisse de l'homosexualité. L'homosexualité, l'hétérosexualité. Nous n'organisons pas justement ces processus continus de socialisation intérieure. Et puis je m'arrête là pour dire que, parce que vous ne le savez peut-être pas, ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, vous vous rendez compte, il a fallu attendre 1990 pour que l'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la classification internationale de maladie. La faculté de médecine en France a attendu l'année 2000. Et la véritable question se pose à nous. Est-ce que nous sommes des choses? Est-ce que nous sommes des êtres pensants? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes encore des êtres d'amour? Merci. Elle a beaucoup d'expérience qu'elle va nous apporter aujourd'hui. Je vous demande aussi de la recevoir. Good afternoon, everyone. I think if I concentrated more in my French lessons when I was at school, I would be doing this in French, but I didn't think I would need it. So I do apologize. Sorry about that. So just to let you know briefly, I have a background in psychology. I completed my master's in social, emotional, and behavioral difficulties. I have a lot of experience with adults and children in mental health services, and at the moment I work as an education welfare service manager in Croydon. Merci. Okay, so please feel free to stop me if you're not sure if you want to repeat something. I would be more than happy to do it. So I've been working in Croydon for 2 years as an education welfare officer and manager. And I work with children who have been excluded from mainstream school. So I'm not sure if you're aware, but when children are permanently excluded from school, they go to what we call a pupil referral unit, which is a small provision for all the children that are excluded. When I first started this job, it was my choice to work with these children. These are children who have also got a lot of gang affiliation, so they work in, they walk in gangs. There's a lot of gang activity, and a lot of them have committed various crimes, take drugs, take drink. So I work very closely with the youth offending cells as well to support them in their education. So when I first started, one of the things that surprised me the most, because my role is predominantly around attendance, school attendance. As you know, it's important for children to attend school every day on time. For children that fail to do that, once they drop below 95%, we get notified, and then we try to work with the child. And when they drop below 85%, we get involved with the family as well. So when you go to a school, their average attendance should be 95% for the whole school or above. In a pupil referral unit, which we call the PRU, the average attendance is about 56%. So already that will give you some idea of how much the children are not attending school, how much they are missing out on their education. Their reasons are various. Some of the things that they go through on a daily basis, for us would be like, how do they even get to school?
You know, with so much going on at home, there are children who don't have food to eat when they get home, parents are working, there are children whose parents don't work, don't value education, they don't care about attendance. And even if we did take them to court because they are not making sure their children go to school, it makes no difference because they have no money to pay the fine. So we just keep going around in circles. There are children who just have the wrong attitude to education. And it shocks me because when I was young, my parents always taught us to respect our teachers. In my culture, we treat a teacher like a guru. They come before our parents, and my mom always said to me that you should never disrespect your teacher. They come above your parents because they are going to give you what your parents can never give you. And I always held that very close to my heart. And I think it's very true. You know, I really have a lot of respect for teachers, and I think nowadays it's amazing that some teachers can really achieve something. Where teachers are getting killed by the pupils in this day and age, you can imagine how hard it is to be a teacher. They are not given the respect that they deserve to be given. They are the people who impart education. Our future of this country relies on our teachers and our children. But not everybody has been given that advice that my mom gave to me. And that is one of the issues. And I believe this is where parenting comes in. Teaching is not restricted to a classroom or a book or a school or a university. It is not about how many qualifications you have at the end of your education. It's about your character. Who are you when your education is finished? Does education ever really stop? I can't say that I'm educated because I went to university, no. I'm educated because I know what it means to be a good person. I have human values, and that's universal. It doesn't matter what religion you follow, whether you're Muslim, or Hindu, or Christian. And this is what I believe we call spiritual education. From everything that I've ever learned in my life, I think one of the most valuable things I've learned is human values. And I had the opportunity of working with a charity and teaching little children from the age of 5 what human values were. And we don't tell them how to behave. We tell them what a value is, like being kind, how it makes people feel, why we should be kind, how we feel when people are kind to us. And then we can let children make that decision themselves about whether they want to be kind or not. This is character development. Unfortunately for the children that I work with, they lack that. It's not their fault that they were not given the opportunity to understand themselves. It's not their fault that they didn't have that education. It's our fault. It's everybody's fault. It's not their teacher. It's not just their parents. Everybody has a responsibility to raise children, whether they are yours or they are not yours. If you want everything to change and society to change, we have to be that change first. We can't change the world, but we can change a child or a family, and they can spread that message on. Just the way crime spreads, fire spreads, in the same way love spreads, good values spread. And it sounds really lovely when we hear this and when we see it, it's beautiful, but to actually implement that in your life is very difficult. And it's very difficult to maintain it. If we lie, our kids see that. Just because we didn't teach them doesn't mean they didn't learn it. So education is not just about one person telling you how to do something or what to do. It's about what people learn. I've learned more from people around me and just life experience than I have at university or at school. I think one of the difficulties that we have now is we are in a time where we have more research than we ever have had in education. We have more theories, more models, more expertise, more resources than we've ever had in education before. But we are also at our worst time, at our most challenging time. We're working with the most challenging children. We are working with adults who are teachers with the wrong attitude to education. We are working with a national curriculum that does not fit everybody. It's a really difficult time, and I think your character as a teacher or your character as a parent is what is going to determine whether your child is successful or not successful.
really difficult battle to get through, but we can do it. So the children I work with have had a lot of bad experiences, and it's really difficult to expect them to get 90%. It's not realistic. I do not sit in front of a child and say, I want you to attend 90% if their attendance is less 50. It's just not going to happen. And then I work with the family, I meet with the family, and I realize there are so many issues here. The education is just the part that I see because it's come to my attention. But behind the scenes, the child might be committing offences, the parents might be committing offences. In fact, this is a fact. I go to visit parents in their home, knowing that their child has been permanently excluded because they stabbed somebody, or they've been taking drugs and they brought it into school with the intent to deal with that. It's a massive thing, and these children are not adults, they're 13, 14-year-olds, they are still children. And you go home and you speak to the parents, and sometimes the parent says, okay, my child was carrying a weapon, but he didn't stab anybody. Now, if the parents have that attitude and they don't see the problem with their child carrying a weapon, and they can say that to me in front of the child, what has that child learned? So I will challenge these parents. I can't say I'm very popular with the parents, but I do challenge them and say, you know what, I'm really glad that your child was permanently excluded from school for carrying a weapon, because today he didn't stab anybody. But if he didn't get caught, he would have taken that weapon again tomorrow, and the day after, and the day after, and one day he would have used it. And when he uses it, he will go into prison. How does that help anybody? What has anybody done or achieved? Education is important, but I think here in this country people take it for granted. I know because I've been to India, I've traveled where people don't have education, they don't have access to the resources we have had as children. And there's not that gratitude, for education that, oh my gosh, I have this opportunity to learn, or they don't have aspirations, or I want to be here, or I want to do this. We take a lot for granted in this country, but we have a lot to share. And I think education starts at home, it starts with each and every one of us. The end of education is character. Thank you. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je m'appelle Sonia de prénom, Makosso de nom. Je travaille principalement avec des parents, que ce soit des mères seules ou des pères seuls, qui ont des enfants en général de moins de 5 à 6 ans. Donc, je me suis basée sur une enquête que j'ai faite auprès d'eux-mêmes en leur demandant la sexualité, l'homosexualité, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut aussi savoir que la plupart des parents qui fréquentent notre centre sont des parents d'origine africaine, caribéenne ou en général de personnes tamoules. Donc c'est un sujet vraiment pas très confortable. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais être très claire. Je dirais que les questions qui nous sont venues à l'esprit, c'était la sexualité, l'homosexualité, qui, quand et comment. Étant donné notre nature humaine, nous sommes tous des êtres vivants. Nous sommes des êtres sexués. Contrairement aux plantes qui sont asexuées et qui, pour se reproduire, dépendent en quelque sorte de l'orientation du vent et des conditions climatiques. Donc, dès lors de notre conception jusqu'à notre naissance, on est avec un sexe, qu'il soit masculin ou qu'il soit féminin. Le sexe avec lequel nous naissons nous prédétermine un certain mode de vie et celui-ci inclut certaines morales, certaines valeurs. Simone de Beauvoir, dans son ouvrage Le deuxième siècle, nous cite « On n'est ni femme, ni homme, mais on le devient ». Donc, homme comme femme, pour être reconnu
dans laquelle nous vivons, nous devons répondre à un certain mode de vie. Pour être homme, il faut déjà avoir un sexe masculin. Pour être femme, il faut avoir un sexe féminin. Un homme, c'est celui qui s'occupe de la famille. Une femme, c'est celle en quelque sorte qui s'occupe de l'éducation des enfants. Les parents avec lesquels j'ai discuté, et parce que les discussions étaient très longues, étaient tout à fait d'accord sur le fait de savoir qu'elles sont des femmes. Et en tant que femmes, la société attend d'elles certaines choses, dont la première est l'éducation des enfants. L'éducation des enfants est un point central en tant que femme. Je me perds. Voilà, on demande aujourd'hui à la femme d'être mère et d'éduquer l'enfant. Il faut savoir que le centre dans lequel je travaille donne aux parents des formations sur la manière d'interagir avec leurs enfants et la manière aussi de différencier comment faire face aux besoins de son fils et comment faire face aux besoins de sa fille. Donc les premières choses et les premiers éléments que nous avons constatés, c'est que les mamans, face à leur fils, sont un peu déboussolées. On sait comment éduquer une fille, mais on ne sait pas comment éduquer un garçon. Donc les mamans qui viennent sont en général un peu étranges face à cet être qui n'est pas comme elle, qui est un garçon. Que faire avec un garçon? Est-ce que le rôle du père joue dans l'éducation des garçons? Souvent, ces mamans sont des mères seules. Donc elles se demandent en quelque sorte comment remplacer le père et éduquer cet enfant alors que je ne suis pas un homme moi-même. Et c'est là que le centre intervient. Donc on les met en général en relation avec des pères qui sont de formation sociale. Ces pères-là viennent leur donner des cours. Et en général, ça se passe assez bien. Donc l'éducation d'un enfant est à plus forte raison quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Parce qu'il faut savoir que l'enfant, quand il naît, il s'affirme. Il y a ce qu'on appelle en sociologie le moi et le surmoi. Le moi, c'est l'enfant qui naît, il a autour ses parents. Le surmoi, c'est l'enfant qui se détache tout doucement des parents et qui va commencer à regarder le monde environnant. Il a des amis, aussi petits qu'à l'âge de 2 ou 3 ans, il va reproduire ce qu'il voit. Il va répéter ce qu'il entend. Et le surmoi est un peu une juxtaposition du moi et des autres. Est-ce que ce qu'ils font, je peux l'intégrer? Donc, éduquer un enfant à la maison, certes, mais un enfant reçoit aussi de l'éducation à l'extérieur. Éduquer un enfant, c'est lui fixer des limites, c'est lui inculquer des valeurs sociales auxquelles on croit, lui inculquer aussi des valeurs morales et religieuses, si toutefois on en a. Donc, ces mamans-là, nous avons parlé de l'homosexualité. Aucune maman, au départ, n'était prête à tolérer ou à accepter l'homosexualité de son enfant. Beaucoup pour des raisons religieuses, en sachant que ce n'est pas dans les Écritures saintes et que Dieu, ce n'est pas le dessein de Dieu de voir 2 hommes ou 2 femmes ensemble. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des mamans qui viennent à notre centre, qui viennent nous demander de l'aide, sont des mamans réfugiées. Elles ont quitté un certain régime, elles ont quitté leur pays d'attache pour arriver en Angleterre, le pays où, en quelque sorte, tout est permis. Donc, éduquer mon enfant à la maison, mais lorsqu'il sort, que faire? Si mon
et que je constate dans son comportement qu'il s'intéresse plutôt à des petits garçons ou qu'elle s'intéresse plutôt à des petites filles, que faire? Et là est le problème. Il ne faut pas céder à la panique. La panique est ce qui nous fait perdre tous nos moyens. Je pense que si on s'intéresse de plus près aux raisons pour lesquelles un enfant est plutôt attiré par le même sexe ou pas, on fait en quelque sorte son mea culpa. On fait son deuil. Est-ce qu'éventuellement, cet enfant va vers cette direction ou pas? Comme je disais, la plupart des mamans avec lesquelles nous travaillons sont des mères seules. Donc, elles se demandent jusqu'où est-ce que je peux soutenir mon enfant pour ne pas le perdre? Puisque un enfant est le fruit de nos entrailles. Et je pense que personne n'a dans le dessein de se séparer de cet enfant-là. Donc, ce qu'on leur propose, c'est beaucoup de soutien psychologique, et surtout les mettre au pied du mur. Ce qu'il faut choisir, c'est le bonheur de votre enfant ou le vôtre. Est-il meilleur d'avoir un enfant qui quelque part s'affirme sexuellement, ou serait-il meilleur d'avoir un enfant malheureux pour nous rendre heureux? Là était la grande question. Entre autres, le sujet aussi qui leur tenait beaucoup à cœur, c'était de savoir est-ce que le fait d'avoir élevé leurs enfants sans père, est-ce que le regard des autres sur cet enfant, où est-ce que tout cela allait conduire? Beaucoup de parents, comme je le disais, sont de grande foi, que ce soit chrétien ou qu'ils soient musulmans, diront tous et ont tous dit, ce n'est pas dans le Coran, ou dans la Bible, mais que faire? Que faire? Aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous traînons nos enfants à l'église tous les dimanches, nous les enfermons dans les mosquées, que lorsqu'ils sortiront, ils deviendront des êtres droits. Donc, les parents ont un rôle, mais le rôle des parents est limité. Le rôle des parents est très limité. Les parents sentent qu'ils ont en quelque sorte les mains liées. Les mains liées. À l'école, les enfants ont droit à ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle, où là, on leur apprend les différentes parties génitales, on leur apprend comment ça s'appelle, et en avançant dans la scolarité, on leur apprend ce que c'est que le plaisir. Désolée. Donc, on ne sait jamais vraiment trop comment se développe dans l'esprit de l'enfant ce qu'il aime ou ce qu'il n'aimera pas. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas pénétrer. Donc le fait d'avoir une relation simple et ouverte, un discours de tolérance envers nos enfants, peut nous emmener à nous rapprocher d'eux. Merci. Bravo, madame. Très bien. Bon, comme c'est le temps, je me permets de ne pas faire le résumé, parce qu'on est en train de rouler un peu après le temps. Donc, la prochaine personne à intervenir, ce sera il est un peu renversé, donc ça sera Dr. Cruz ici. Tout à l'heure, il va s'introduire lui-même. Non, ce que j'ai dit, il va me corriger tout à l'heure, je l'ai dit. Ok. Merci beaucoup. Oui, c'est pas facile de présenter, hein. C'est vrai, je suis docteur, puisque je suis docteur d'État en psychologie génétique. Bon. Je suis également docteur de 3e cycle en psychologie génétique. Donc, je suis d'abord docteur. Mais je suis en plus professeur d'université. Ici, ce qui correspond à professeur d'université, c'est de lecturer. Donc, je suis professeur d'université. J'ai été professeur d'université à l'université de Toulouse, Le Mirail, où j'ai fait mes études. Mais quand j'ai fini ma première thèse, comme ma deuxième thèse, j'ai commencé
par enseigner et par faire des recherches dans cette université avant de me rendre en Côte d'Ivoire où j'ai eu à gravir les échelons et je suis aujourd'hui dans le corps des professeurs de rang magistral au niveau de l'université de Côte d'Ivoire d'Abidjan. Il avait dit ambassadeur, c'est pourquoi j'avais mis ambassadeur de côté, parce que ambassadeur c'est une fonction. Mais ma carrière, c'est une carrière universitaire de chercheur, d'universitaire, mais également d'enseignant. Et dans ce cadre-là, j'ai effectué ma première thèse de doctorat 3e cycle sur la question de l'identité sexuelle chez l'enfant de 3 à 10 ans. Cette thèse est un peu vieille, les années 80-90, et j'ai fait une deuxième thèse d'État sur le développement moral. C'est pourquoi le développement de Madame tout à l'heure, je souriais parce que j'avais l'impression qu'elle était très proche du psychologue, qu'elle ne l'était du sociologue. Quand elle disait « on n'est pas femme », le sens de naître, on n'est pas homme, on le devient. Dans un processus qui est d'abord psychologique, interactif entre l'individu et l'autre, entre l'individu, ses parents, entre l'individu, l'éducateur, l'individu et ses pairs. On ne naît pas. Mais pourquoi on ne naît pas? Je voudrais m'arrêter là-dessus sur la base de la question qui avait été celle de ma problématique de la première thèse. J'avais commencé comme ça en interrogeant les enfants. Mais qui es-tu? Autour de la question qui suis-je? C'était un peu l'instrument de recherche que j'avais utilisé. Et les enfants me répondaient tout à fait par deux invariants. Ils disent leur nom, ou ils disent je suis un petit garçon, ou je suis une petite fille. Bon, tout ça se passe très bien. Jusqu'à ce que dans mon échantillon, j'arrive à un garçon qui hésite. Il hésite. Qui es-tu? Il hésite après avoir dit je m'appelle Claude. Je suis, ça n'a pas été vite. Et puis il dit, bon, je suis une fille. C'est le garçon, hein? Non, je suis un garçon. Hésitation, réponse, mais changement de la réponse. Je suis un garçon. Première problématique, mais hésitation, en même temps, inversion d'identité. Deuxième enfant qui m'avait intrigué dans mon échantillon, c'est qui es-tu? Oh, je suis Claude. Oui, mes parents m'ont dit que je suis un garçon. Tenons ça pour important. Mes parents m'ont dit l'identité sexuelle d'assignation. Mes parents m'ont dit processus éducatif. Pour le moment, dans tout ça, je ne vois pas encore le moi psychologique. Parce que c'est ça qui m'intéresse en tant que psychologue. Et puis, troisième cas, c'est l'enfant qui dit, une fillette qui dit simplement, je m'appelle Dominique. Dominique, vous voyez, c'est un nom qui est bisexuel, qui est donc asexué, on va dire, pour tirer à l'extrême. Donc, je m'appelle Dominique. Oui. Bon, point. Dominique, point. La personne ne dit plus rien. Alors, le psychologue s'interroge et lui dit, mais tu peux me dire ton sexe? Oh, Dominique, oui. Je suis un petit garçon. Mais j'essaie d'être une fille. Troisième problématique de ma recherche, ça c'était les 3 cas cliniques. Après l'étude d'enquête, l'approche par enquête, je me suis arrêté à ces 3 cas cliniques pour aller un peu en profondeur de la signification de cela. Et la première chose que j'ai rencontrée dans cette étude donc, de l'identité
c'est que le tout biologique, la référence au tout biologique est une erreur fondamentale. Je ne suis pas, parce que je suis par mon sexe apparent, le pénis, nous allons voir avec la bouche peut être vide. Hein? Je veux dire, les testicules peuvent ne pas être présents. Génétiquement, on va dire du point de vue de l'évolution. Et puis le vagin. C'est par ça qu'on repère le sexe anatomique qui est lui référé au sexe chromosomique, hormonal ou gonadique. Ça, ce sont les éléments biologiques fondamentaux. Mais si on se réfère au sexe anatomique pour se définir comme garçon, comme fille, on a là ce qu'on appelle l'identité de genre, la genderalité, le gender identity. Mais l'identité de genre est une identité assignée, conférée. On voit l'enfant qui répondait, mes parents m'ont dit, oui, ça c'est l'identité assignée par référence à mon sexe anatomique. Mais le plus important, ce n'est pas cela. Le plus important, c'est l'identité vécue, sentie profondément. C'est là que la dimension psychologique intervient. Et à ce niveau, précisément, j'ai voulu aller un peu plus loin. Et j'ai vu que dans l'hésitation de l'enfant, qui répondait à propos de son nom d'abord, ou dans l'hésitation de l'enfant qui répond et puis il donne une réponse qui le change, il y a là un phénomène qui est capital.